Bonjour et bienvenue dans le podcast Musculation Vitale. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens passionnants et passionnés. On parle de science, de réussite, de fitness, de nutrition. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mr. Way. Mr. Way est un coach en ligne, notamment présent sur le réseau social Instagram, où il partage beaucoup de contenu appuyé par des preuves scientifiques. Dans ce podcast, on va parler de beaucoup de choses. On parle de périodisation dans l'entraînement, de volume d'entraînement, de progression. On parle également de mythes qui concernent le fitness et de nutrition. Pensez à laisser une petite note sur Apple Podcast ou laisser peut-être un j'aime ou un commentaire si vous êtes sur YouTube. Ça peut toujours aider la chaîne si vous aimez ce travail. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Donc bienvenue dans le podcast Musculation Vitale. Aujourd'hui j'accueille Mr. Way. Je suis très ravi de l'accueillir sur le podcast. Salut. Salut à toi. Bonjour Guillaume. Donc je vais te laisser te présenter puis après je te poserai quelques questions sur plusieurs sujets. Alors, me présenter. Bon, tout le monde me connaît sur le réseau comme Mr. Way. Je vais pas donner mon prénom parce que je pense qu'il y en a qui ont dû le remarquer. C'est vrai que je dis pas souvent comment je m'appelle. Non pas que je sois un agent secret, mais c'est juste que j'aime bien un peu distinguer ma vie privée de la vie qui se passe sur les réseaux. Et puis bon, les gens qui me connaissent, enfin, qui apprennent à me connaître ou que j'apprends à connaître, finissent par savoir comment je m'appelle de toute façon. Et au-delà de ça, je pense pas forcément que mon prénom ait une valeur ajoutée particulière pour les infos que je transmets. Pas nécessaire. Après, voilà, qui je suis. Aujourd'hui, je suis coach en ligne. C'est de ça que je vis, coach en musculation, en nutrition. Je sais pas trop, est-ce que tu aurais des questions particulières? Qu'est-ce que je voudrais savoir? Comment t'en es arrivé là, à devenir coach en ligne? Qu'est-ce que tu as fait auparavant pour en arriver à ce point-ci en fait? En fait, à la base, c'est pas une formation de base, je veux dire, c'est pas ce que j'ai étudié à l'université. Moi, j'étais vraiment plutôt mathématiques, informatique, enfin plutôt carrément même. Je veux dire, j'ai fait un master en intelligence artificielle, un master en mathématiques financières. D'accord. Et donc après ça, j'ai commencé à travailler à la base en grande distribution en fait. Voilà où Okay. Comment on va dire ça. Un de mes objectifs a été de faire acheter les gens le plus possible. Okay. Et donc voilà, c'est vrai que c'est comme la grande distribution, c'est un milieu particulier, c'est assez intense, etc. Et à un moment, j'ai voulu prendre du recul. Et je me suis pas orienté dans le coaching tout de suite en fait. C'est parce que si tu veux, le sport a toujours été plus ou moins présent. J'ai pratiqué vraiment énormément de sport. J'ai fait du karaté, j'ai fait du basket, j'ai fait du foot. Enfin, j'ai fait pas mal de sport quand j'étais gamin. Le basket étant mon sport principal. Ok. Et en fait, suite à ma prise de recul un peu dans la grande distribution, si tu veux, ça fait déjà quelques années que je pratiquais en parallèle de mon métier, je veux dire, et je me suis beaucoup intéressé aux sciences d'entraînement et nutrition, parce que finalement ça correspond un peu à mon état d'esprit, le côté un peu geek, etc. Donc c'est vrai que je pratiquais, mais vraiment en me renseignant beaucoup. Et voilà, j'ai appris au fur et à mesure qu'il y avait possibilité de passer certaines certifications, des diplômes, etc. Et que j'ai vraiment passé à la base plus par curiosité en fait. Par curiosité, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Notamment, j'ai passé le CSCS qui grosso modo est la certification de référence aux États-Unis si on veut coacher des équipes universitaires ou professionnelles. Ok. Après voilà, d'autres formations comme le Asian Bodybuilding D'accord. On te retrouve petit paquet. On te retrouve notamment sur Instagram. Est-ce que c'est un réseau social que tu as directement choisi pour partager tes connaissances ou c'était un peu un choix par défaut? Instagram, honnêtement, je me suis inscrit à la base. C'était pas forcément pour des connaissances professionnelles. C'est parce qu'on m'en a parlé, je voulais voir ce que c'était. Et c'est vrai que j'ai très, très vite vu que dans ce domaine qui m'intéressait, j'ai cherché un peu des comptes qui pouvaient m'apprendre des choses, et j'ai très vite vu que il n'y avait pas forcément, en tout cas en français, des comptes, je trouvais, où j'apprenais des choses, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, pour moi, je sais pas forcément quelque chose que j'utilise juste pour le fun. C'est vraiment pour moi un moyen de communication où je peux trouver des informations, et j'en trouvais pas, et je me suis dit tiens, c'est vrai que
autant il y a beaucoup de blogs, etc. Et ben, finalement, pourquoi pas, moi, parler de ce qui me passionne, et puis voir s'il y a des gens qui sont réceptifs. Et j'ai envie de te dire, même au-delà de voir si les gens étaient réceptifs, mon but, c'était vraiment juste de partager, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas forcément de... Comment dire ? Même à un moment où j'ai commencé à être sur Instagram, j'avais pas l'objectif de me reconvertir, quoi. D'accord, ouais, c'est venu vraiment avec le temps, avec les gens qui t'envoyaient beaucoup de messages, etc., quoi. Oui, voilà, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse demande et que, bon, ben, finalement, j'avais ces compétences et puis ces certifications que j'avais passées. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas tenter l'expérience et voir si je peux apporter quelque chose aux gens, quoi. Ok, ouais, c'est cool. Ok. Donc, je te propose de parler dans un premier temps de mythes qui entourent le fitness, avec cette première question en fait qui était est-ce qu'on ne peut pas absorber plus de 25 grammes par repas quand on connaît son quota protéique sur la journée. Donc si c'est le cas, si on ne peut pas absorber plus de 25 grammes par repas, on est presque obligé de manger toutes les 2-3 heures. Qu'est-ce que tu en penses de ce mythe-là Alors, ce mythe, c'est assez marrant parce que c'est vraiment, comment je dirais, il est très particulier en ce sens que il n'a pas vraiment de base. Je sais pas d'où il sort. J'ai essayé de chercher pas mal de fois d'où sortait cette quantité et j'arrive pas à la retrouver. J'arrive pas à retrouver de justification physiologique. J'arrive pas à retrouver de justification dans les études. Et d'ailleurs, en l'occurrence, on va dire la dernière étude de référence qui est sortie sur le sujet, qui a été un peu une revue par Schoenfeld et Aragon, où grosso modo ils arrivent à la conclusion que avec ce qu'on sait à l'heure actuelle, on est sur limite jusqu'à du 40 grammes. Il préconiserait de séparer grosso modo en 4 repas dans la journée les apports de protéines de 160 grammes. 60 divisé par 4, ça fait 40 grammes, tu vois. Ouais. Ils avaient parlé aussi de moitié de poids de corps qui était possible d'assimiler, quoi. Oui, mais après, moi je pense qu'il y a quand même la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on entend par assimilation ? Au sens que c'est ce qui va se passer quand on prend des protéines. Oui, il y a une limite propre à chacun, mais c'est pas non plus une quantité qui est perdue. Je veux dire, bien sûr. C'est juste que quand on dépasse un certain quota de protéines, on va pas augmenter ce qu'on appelle le MPS, c'est-à-dire grosso modo la construction du muscle à partir des acides aminés des protéines. Mais le fait de dépasser ne va pas forcément à l'encontre de l'objectif. C'est juste que en consommer plus n'a pas d'intérêt. N'a pas d'intérêt en termes musculaires. Mais en termes d'apport calorique, c'est pas délirant. Il n'y a rien qui empêche finalement de consommer plus de protéines que la limite intermusculairement, sachant que manger, ça consiste aussi à se fournir de l'énergie, pas uniquement construire du muscle. C'est ça. On est bien loin des 25 grammes qu'on entend un peu partout et sans réel appui. Non, mais il n'y a pas d'appui. C'est surtout que c'est assez improbable qu'il y ait qu'il y ait une limite qui soit unique à tous les êtres humains, en fait. Ouais, c'est ça. Même chez les personnes qui, entre guillemets naturelles, c'est-à-dire qui ne prennent pas de produits dopants, il n'y a pas de raison que pour des masses musculaires différentes, il y ait comme ça un quota. Alors après qu'il y ait une limite en termes une limite par kilo, oui, ça, pourquoi pas, je veux bien. Mais c'est vrai que dire que, en fait, 25 grammes sur un repas, bon, c'est pas d'où ça sort, quoi. C'est ça, c'est indécent de penser qu'une femme de 50 kilos peut consommer autant 25 grammes par repas qu'un homme de 95 kilos, par exemple. C'est ça, oui, honnêtement, il y a vraiment pas de... Voilà. Dans la mesure où, en plus, surtout que c'est une limite qu'on cherche à trouver pour la construction musculaire, s'il n'y a pas la même masse musculaire à la base,
Ouais, c'est ça. Voilà. Alors après qu'il y ait des limites au niveau du phénomène de la construction du MPS, oui. Il y a notamment des limites en termes de leucine. C'est passé à un certain stade. On a quand même, on sait que ça sert plus à rien. Et peut-être même effectivement, mais ça c'est un peu moins sûr, que si on a un apport vraiment trop élevé, ben ça commence à avoir des effets négatifs sur l'objectif qu'on a. Mais bon, ça reste encore un peu. Ouais. À creuser. Incertain. Voilà. D'accord. Donc là, on a vu un aspect sur la nutrition. Maintenant, on va voir un aspect plus sur l'entraînement, qui est en fait, est-ce qu'on doit réellement soulever des poids lourds pour prendre du muscle? Qu'est-ce qu'on appelle des poids lourds déjà? C'est-à-dire des charges à 80% de sa RM, 85% de sa RM. Est-ce que c'est réellement nécessaire dans le cadre d'une prise de muscle? Alors, non. Alors, je vais répondre non, mais je vais mettre une nuance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que même pour des charges faibles, c'est-à-dire 30% de son RM, on peut avoir une hypertrophie équivalente à ce qu'on pourra avoir à 60, 65, 70, 80%. Alors attention, il y a quand même certaines conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut obtenir une hypertrophie similaire sur différents degrés de charge si on a le même volume total d'entraînement. Ouais. Autrement dit, pour ce qu'on utilise souvent en termes de volume dans les études, c'est nombre de répétitions fois série fois la charge. Bon, ce que ça veut dire, ça veut vraiment dire que concrètement, si tu fais un certain volume, que tu le fasses à 30% de ton RM ou à 80% de ton RM, tu vas avoir les mêmes résultats, sous condition que, pour des charges légères, tu ailles jusqu'à l'échec. Donc ça, c'est la condition un peu contraignante, c'est-à-dire que on a une zone floue, on ne sait pas si, par exemple, si on utilise un 30% du RM, est-ce que si on garde une ou deux reps en réserve, est-ce qu'on va avoir un effet similaire? Ça peut être vraiment étudié, mais on sait que si on va jusqu'à l'échec sur des charges légères, à un volume équivalent, on pourra arriver au même résultat en termes d'hypertrophie que des charges lourdes. Ça, c'est clair, ça a été dit maintes et maintes fois par Schoenfeld, qui a présenté un paquet d'études là-dessus. Honnêtement, il n'y a pas trop de doute là-dessus. On sait qu'on peut arriver à gagner du muscle avec des charges légères. Maintenant, il faut comprendre aussi que c'est pas parce qu'on peut qu'il faut le faire. Travailler à l'échec sur une charge légère, c'est long déjà. Ça fait des entraînements vraiment très 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 longs. Et ensuite, j'insiste sur le fait que pour l'instant, c'est une certitude. En tout cas, on croit savoir ça si on va jusqu'à l'échec. Et l'échec, c'est une condition, pour l'instant, sine qua non. On ne peut pas se dire, oui, je vais faire 10 reps à 30% de mon RM. Non, ça, c'est clairement, on n'a pas le temps d'activer, d'arriver à un certain seuil au niveau d'activation des fibres musculaires, quoi. Donc ça, c'est... Ouais, le gros inconvénient, c'est que c'est au niveau de la longueur des séries, quoi. Si on s'entraîne à 30% jusqu'à l'échec musculaire, clairement, c'est le truc, c'est que 30% même si on peut construire du muscle, ça veut dire quoi? En plus, ça va dépendre des personnes, mais ça veut dire qu'on n'est même pas sur du 20 reps, on est sur du 25, 30, 40, peut-être 50 reps pour certaines personnes. Et surtout, il faut se rendre compte qu'un entraînement à l'échec, beaucoup de personnes croient travailler à l'échec, alors qu'en fait, elle s'arrête au mental. L'échec dont on parle souvent dans les études, c'est un échec à la limite j'exagère un peu, mais à la limite du vomissement. On arrive vraiment à cet état, et puis c'est pas quelque chose d'agréable. Donc honnêtement, c'est possible, oui. On n'est pas juste entraîné lourd. Maintenant, est-ce que c'est pragmatique? Ça dépendra des situations. D'accord. Ouais. Le fait, par exemple, quelqu'un qui est blessé, le fait de savoir qu'il peut s'entraîner à 30%, c'est quand même vachement bien. Ça veut dire qu'il peut quand même stimuler sa masse musculaire sans avoir à se mettre en danger. Même sans être blessé. Quelqu'un qui aurait des problèmes d'articulation ou quelqu'un... c'est quand même une opportunité formidable pour même les populations âgées, de se dire qu'en fait, on peut quand même stimuler la masse musculaire avec des charges pas trop exagérées. Clairement, mais encore, il faut-il, comme tu l'as souligné, aller à l'échec, parce qu'en général, c'est quand on ressent cette sensation sur 30% de lactate qu'on va s'arrêter. Et il me semble, arrête-moi si je me trompe, que le lactate peut être repoussé. Avec le mental, on peut repousser sur une certaine durée la sensation d'acide lactique, en fait.
De toute façon, c'est pas l'acide lactique, enfin lactate en soi qui provoque l'échec musculaire. Donc, je veux dire, au contraire, c'est plutôt un mécanisme de survie entre guillemets, justement, qui te dit bon, bah c'est le moment de t'arrêter si tu veux pas que ton muscle échoue. Mais en fait, quand ça commence à brûler, tu peux continuer un certain temps. Là, c'est juste ton corps qui t'envoie un signal te disant bon, attention, il y a un truc qui va lâcher. Mais au final, tu peux continuer au-delà de cette douleur. Là, pour le coup, effectivement, c'est une histoire de mental, mais pas que de mental d'habitude aussi. C'est-à-dire que si on ne l'a jamais fait, c'est très 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 dur de travailler sur l'échec. Et surtout, c'est pas. Je pense que le problème de ce débat sur lourd ou moins lourd, c'est que les gens. Enfin, il faut se rendre compte aussi que finalement, une stratégie d'entraînement, c'est pas global, c'est aussi lié au mouvement. Par exemple, se dire qu'on travaille à 30% du RM en série très longue sur du biceps curl, pourquoi pas? Ça se tient, ça se fait. Il y a des gens qui le font dans l'entraînement et beaucoup de personnes peuvent le faire. Sur du squat, ça n'aurait aucun intérêt. Déjà, la capacité cardiovasculaire que ça demande est énorme. Et ensuite, le risque de blessure est très élevé. Faire du squat à 30% du RM sur une série très longue, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut bien comprendre aussi que finalement, les débats de 30% de RM, 80%, etc., c'est pas si intéressant que ça, parce qu'au final, tout le monde fait plus ou moins des charges plus ou moins légères. Dans un entraînement structuré, tu as des mouvements qui sont plus appropriés pour des charges lourdes, des mouvements qui sont plus appropriés pour des charges légères, des mouvements qui sont appropriés à l'échec, des mouvements qui ne le sont pas. Toi, tu fais pas d'échec sur un double couché, par contre, tu peux très bien faire d'échec sur du leg curl. Enfin, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais, la sélection d'exercices, c'est important aussi, quoi. Ça impacte beaucoup. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que la science a l'air de dire que, en fait, on peut choisir un spectre assez large de charges et que du coup, ça nous laisse vachement d'opportunités pour s'entraîner en fonction de pas mal de conditions et que c'est plutôt une chance, plutôt que faire des débats sur oui, il faut faire du lourd, oui, il faut faire du léger. Non, en fait, on peut faire un peu de tout, à peu de choses près. Par contre, j'insiste sur le fait que 30%, je l'ai donné à dessein, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément beaucoup d'études qui vont en dessous, quoi. En dessous de 30%, en dessous de 20%. Ça a été choisi de manière un peu arbitraire. Si ça se trouve, c'est un peu moins, ça se trouve, c'est un peu plus. On ne sait pas trop, quoi. D'accord. Mais voilà, on a le choix. Donc, après, le tout, c'est d'adapter avec intelligence à sa situation, quoi. Ouais, bien sûr. D'accord. Ok. Quand on parle de flexibilité, pour toi, ça signifie quoi, être flexible dans son alimentation, par exemple? Dans l'alimentation. Ouais. Alors, pour moi, la flexibilité, c'est vraiment un cadre de nutrition généraliste qui te dirait la chose suivante. Choisis l'alimentation qui te convient le mieux en fonction de certains critères. Alors, c'est très général ce que je dis, mais pour moi, c'est ça. C'est quel que soit l'objectif qu'on a en termes de perte de gras, de prise de muscle, il y a un énorme choix d'aliments qu'on peut faire, un énorme choix de règles qu'on peut appliquer. Et l'idée, c'est juste de se dire que les règles que tu vas choisir d'appliquer, tu vas prendre celles qui te permettent de tenir le plus longtemps. D'accord. Et pour moi, c'est ça la flexibilité. Je sais que souvent on le définit comme mange 80% de ça entre guillemets, 20% où tu te lâches. Mais pour moi, c'est un peu restrictif au sens où tu as des gens qui vont peut-être essayer d'appliquer ça de manière trop stricte, genre 80%, ils vont compter vraiment 80% de leurs calories, alors que finalement 80-20, c'est juste un concept, c'est juste une idée pour dire que prends de bonnes habitudes. Autrement dit, essaie de manger à la majorité du temps des aliments qui favorisent ta santé. Sachant que tu ne mourras pas si tu manges un Big Mac, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que ça veut dire. Et concrètement, j'ai rien. Enfin, pour moi, par exemple, la diète cétogène, ça peut être une diète flexible, au sens où si la personne qui l'utilise se sent très bien en diète cétogène, c'est parfait. La flexibilité, pour moi, c'est plus une notion limite un cadre. Oui, enfin, c'est ça, un cadre très généraliste, au sens où mange ce qui te convient le mieux pour arriver à tes objectifs. Ouais, c'est vraiment adapter tout à soi et pas comme on le définit d'une diète avec des aliments vraiment pas intéressants nutritionnellement. C'est pas forcément ça comme on le caractérise en fait. Non, c'est ça. Honnêtement, c'est l'idée de choisis ce qui te correspond, tout simplement. Ça paraît, c'est aussi bête que ça, quoi. Ouais, voilà, tu l'avais déjà dit dans un post, peu importe la diète, low carb, cétogène, si c'est ce que tu préfères et ce que tu penses tenir le plus long, le mieux sur le long terme, donc ça peut être optimal pour toi en fait.
En tout cas, pour la population générale, effectivement, bon, quand on est athlète de haut niveau, c'est un peu différent. Il faut peut-être se forcer sur certaines choses. Même si là encore, la flexibilité aide beaucoup. Hein. Je veux dire, il y a quand même pas mal d'exemples. Je sais pas, Ionutri sur les réseaux qui montre très bien qu'on peut atteindre des physiques avec ses athlètes, des physiques plus que correctes, sans se contenter d'un poulet brocoli, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, encore une fois, finalement, la flexibilité, c'est juste dire, je vais choisir les outils me correspondant le mieux. Voilà. D'accord. Ok. C'est comment tu procèdes avec tes clients. Tu es toujours en train de leur demander leurs préférences et d'ajuster en fonction de ce qu'ils aiment eux. Oui, en fait, d'ailleurs, avec mes clients, moi, l'objectif ultime, c'est limite qu'ils puissent se débarrasser de moi en termes de nutrition. Hein. C'est pour, je veux dire, si tu veux, l'idée, c'est que j'essaie vraiment de partir d'un cadre, d'un cadre avec quelques règles, mais des règles suffisamment générales pour que ça ne va pas les contraindre. Tu vois, un exemple tout bête que je dis avec mes clients, c'est je leur dis voilà, de manger en fonction de leur poids, tant de grammes, d'essayer de viser tant de grammes de légumes pour tant de calories. En général, je prends une échelle de 1000 calories, je leur dis voilà, tous les 1000, un exemple, je sais pas, une femme de 45 kilos, j'ai plus chiffre en tête, mais je vais lui dire voilà, tous les 1000 calories, essaie d'avoir entre 100 et 150 grammes de légumes. Ok, d'accord. Et ça, c'est quand même une règle vachement générale, c'est-à-dire que après, je te dis pas quel légume, en soi, je veux dire, si je peux conseiller quelqu'un en lui disant tel légume contient tel micronutriment, telle vitamine, etc. Ouais. Mais première chose, moi je coach les gens à distance. Je n'ai pas leur bilan sanguin et je ne souhaite pas avoir la responsabilité de leur bilan sanguin de toute façon, puisque je ne suis pas médecin, d'accord ? Ce n'est pas mon métier. Donc, moi je suis toujours surpris quand on me parle de rééquilibrage alors que finalement on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit rééquilibrer, tu vois ? Oui, c'est vrai. Donc encore une fois, pour moi, il y a quand même des règles qui sont faciles à appliquer. Parce que, dans le fond, la nutrition, quand tu regardes les différents types de diètes, au final, on dit presque tous la même chose. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui est recommandé limite par l'État, manger plus de fruits et de légumes. Ouais, c'est vrai. Pratiquement toutes les diètes se résument à ça. Alors, ça va être plus de légumes en fonction de la diète. Si c'est cétogène, il y aura un peu moins de fruits parce que, voilà, c'est cétogène. Mais grosso modo, on te dit, mange plus d'aliments naturels. À peu de choses près, on se résume à ça. T'as personne, enfin, en tout cas, j'en connais pas, personne sur le net qui te dit oui, vas-y, mange des pizzas tous les jours, va chez. Enfin, tu vois. Oui, je vois. Que je trouve qu'il y a. L'idée, c'est. En nutrition, le vrai truc, ça va être de trouver des stratégies permettant à la personne d'arriver à l'objectif qu'elle s'est fixé et dans les meilleures conditions. Et surtout pour les populations générales, pardon. Ouais, c'est ça. Moi, mon but, c'est quand même que la personne, à la fin, ait une alimentation qu'elle puisse avoir dans son quotidien. Ouais, et surtout qu'elle puisse ajuster d'elle-même. Parce qu'aujourd'hui, je vais lui dire, finalement, tu prends tant de grammes de poulet. Oui, enfin d'accord, mais une fois que je la suis plus, il se passe quoi ? Moi, je dis 50 grammes de poulet. Non, il faut qu'elle ait des règles, une intuition de ce qui lui correspond, quoi. Ouais, surtout que si la science peut m'aider à avoir une base de départ, au final, c'est quand même les réactions du corps de mon client, de ma cliente, qui vont dicter ce qui va se passer, quoi. C'est ça. De toute façon, tu peux pas dire à quelqu'un qui après une grosse journée de travail, qui veut perdre du gras, tu peux pas lui dire ce soir, je te mets 0 glucides, même si tu as vraiment faim. Le but, c'est d'avoir pas de calories le soir parce que apparemment, voilà, c'est pas forcément bon pour l'organisme, etc. Tu peux pas dire ça à quelqu'un. Le but, c'est de tout adapter à lui. Tu peux pas lui dire qu'après sa journée de travail, le mec ou la fille, elle va manger une soupe et un bout de pain, quoi. Non, clairement, je veux dire, ça, c'est un truc, c'est un truc qui est beaucoup négligé. C'est la motivation et l'énergie qu'on a. Ouais. Et le problème, c'est que trop souvent, on raisonne en se disant qu'en nutrition, oui, voilà, il faut y aller en mode guerrier et c'est une histoire de volonté. C'est ça. Oui, sauf qu'en fait, on est tous humains et à partir du moment où on est dans un schéma de vie relativement classique, c'est-à-dire que voilà, on travaille de telle heure à telle heure, clairement, on le sait tous et c'est pas la peine de le nier. À la fin de la journée, c'est le moment où on a le moins de volonté. Ah oui, alors la question, c'est de se dire, bon, je sais que j'ai le moins de volonté en fin de journée. Est-ce que c'est là où je vais le plus le priver ? On peut essayer et on peut se dire qu'on va travailler sa volonté parce que la volonté peut se travailler. Oui, on en a mais tu peux aussi te dire que attends, peut-être que comme je sais que là j'en manque énormément,
bah, peut-être que là, je vais prendre en compte une stratégie qui me permettra de peut-être plus me relaxer en soirée. Et là où j'ai le plus d'énergie, où j'ai le plus de choses à faire, bah, c'est là que je peux, entre guillemets, me priver de plus de choses que j'aime. Ouais, Si ça. vraiment t'as un aliment, alors dans des proportions raisonnables, que tu aimes énormément, ah bah, clairement, le moment ça va être le plus facile de craquer, c'est le soir. Et on se dit, ouais, non, craque pas. Bah non, franchement, limite, craque le soir, Craque, et puis ouais. en journée, gère. Tu vois. C'est pour ça, ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est quand les gens, ils disent souvent les problèmes pour perdre du poids, c'est les craquages, les grignotages permanents. Mais alors que oui, craque, si tu veux craquer, craque, mais fais-le intelligemment. Fais-le intelligemment tout en adaptant le reste de la journée. Ah bah oui, de toute façon, clairement, et je pense que l'idée aussi, c'est de sortir de ce truc de craquage. Ouais, voilà. C'est toujours le manque de contrôle et les quantités qui posent problème, hein, et sur le long terme. En soi, le fait de manger un péché mignon en une quantité raisonnable de temps à autre, ça ne pose de problème à personne. Ah oui, Je veux dire, personne ne prend du poids sur une bouchée d'un truc hyper méga gigacalorique. Non, ça marche pas comme ça. Donc, moi, je pense vraiment, si on en nutrition en particulièrement, si on veut arriver à ses fins, l'idée c'est de se regarder le plus honnêtement possible et et connaître ses forces, ses faiblesses. Si vraiment je sais que là ça va pas, je peux éventuellement aussi m'améliorer, mais est-ce que stratégiquement je donne pas tout là où j'ai mes points forts, et puis là où j'ai mes points faibles, entre guillemets, ou des points améliorés, j'essaie de faire le mieux possible. Mais je sais que j'ai tellement mis de choses en place là où j'étais motivé, fort et volontaire, que finalement, si ça y a un peu de moins bien, là c'était exemple de la fin de journée, c'est pas très grave, parce que tout est géré ailleurs, quoi. Exactement, ouais, l'idée c'est d'identifier ses points forts et ses faiblesses. C'est comme dans tout. Hein. C'est comme dans tout. Tu avais fait un post il y a un moment de ça. J'avais bien aimé, en fait, tu avais parlé d'une diète ascendant. Et j'aimerais bien que tu nous t'en dises un peu plus sur le sujet. En fait, une diète ascendante, c'est une diète qui permet d'augmenter au fur et à mesure ses calories. Voilà, pour résumer de manière vraiment générale. C'est que l'idée est simple, c'est de se dire que plutôt que de creuser au fur et à mesure du temps son déficit calorique, quand on cherche à perdre du poids, du gras évidemment, on va plutôt partir d'un déficit très agressif, ou agressif entre guillemets, ça dépend de la personne, et au fur et à mesure remonter les calories. Ça peut marcher avec certaines personnes, notamment parce que le fait d'être très agressif au départ ou agressif implique une grosse perte de poids. Alors c'est souvent de l'eau, c'est souvent les fluides, etc. Mais c'est hyper motivant, notamment pour les personnes qui sont en gros surpoids. Le fait de partir sur un truc très hardcore au départ donne tout de suite un résultat. Et ça, c'est motivant. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, on va remonter les calories, mais comme on est sur des périodes relativement courtes, le métabolisme n'est pas vraiment impacté, ce qui fait que on remonte des calories, mais on reste en déficit, parce qu'on est parti de très bas. C'est ça. Et en remontant au fur et à mesure, finalement, ce qui se passe en termes de psychologique, c'est quoi? C'est que on continue à perdre du poids. Alors, bien sûr, il faut bien expliquer aux clients que les résultats extraordinaires des premières semaines vont pas durer, quoi. Mais en fait, on continue à perdre du poids, tout en mangeant de plus en plus. Ce qui en termes psychologiques, est un effet assez agréable. Ouais, ça peut vraiment être intéressant. Donc, c'est pas forcément plus efficace qu'une approche descendante. Ça peut se combiner d'ailleurs, mais c'est juste que dans certains cas, c'est une approche qui peut aider de manière intéressante la psychologie de la personne qui est en train de faire une diète. Ouais. Et c'est pour ça que ça peut être très sympathique. Après, voilà, quand je parle de diète ascendante, on n'est pas obligé de faire juste une diète ascendante. On peut très bien se dire qu'on fait une diète classique, on baisse au fur et à mesure ses calories, arriver à un certain stade de stagnation, on remonte au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle la diète inversée, la reverse diet. Ouais. Voilà, ici encore une fois, on a plein de choix. Maintenant, c'est vrai que il y a peu, j'avais pas forcément d'arguments autres que psychologiques pour le fait de faire une diète ascendante ou une diète inversée, mais il y a quand même certains, alors voilà, à voir encore une fois, prendre beaucoup de recul, mais il y a certains papiers qui laissent quand même penser que le fait de contrôler la remontée calorique peut avoir un impact positif sur le
le nombre de cellules graisseuses et donc sur la composition corporelle à long terme. Mais bon, ça encore une fois, c'est ça. Tu l'as utilisé beaucoup cette diète ou c'est vraiment rare quand tu l'utilises avec tes clients? Globalement, une ascendante, j'utilise souvent pour des compétiteurs. J'aime bien en post-compétition pour contrôler, pour qu'on ne fasse pas de n'importe quoi, justement faire une diète inversée pour remonter au fur et à mesure les apports en post-compétition. Ça m'est arrivé avec des personnes en très fort surpoids, c'est principalement des personnes en très fort surpoids. C'est vraiment, c'est très compliqué de dire à quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre, bon, écoute, on va faire un plan sur 5 ans, et si tu suis ça sur 5 ans, même si au final, ça dure 5 ans, psychologiquement, tu peux pas dire tu vas perdre 100 grammes par semaine. En fait, j'ai 30 kilos à perdre, tu vois. Donc, c'est pour faire un petit clic au départ, quoi, pour la motivation. Maintenant, c'est agir avec des pincettes, parce que, faut bien expliquer que les quelques kilos qu'on perd dès le départ, ça va pas durer éternellement. Bien sûr. Est-ce que pour toi, je change de sujet, mais est-ce que pour toi, il y a réellement une différence au niveau de l'entraînement et de la nutrition un peu du coup, quand tu veux perdre du poids et quand tu veux prendre du muscle? Au niveau de l'entraînement, non. Parce que dans les deux cas, que ce soit pour la perte de poids, mais ce serait plutôt perte de gras, dans les deux cas, on veut conserver, voire augmenter sa masse musculaire. Et l'entraînement pour augmenter ou conserver sa masse musculaire, il est plus ou moins le même. L'idée, c'est de favoriser le volume, quoi, d'essayer de faire le maximum de volume qu'on peut. Le seul truc qui va peut-être être différent quand on va s'entraîner pour perdre du gras et donc en déficit calorique, c'est que du coup, il y a quand même le niveau d'énergie à gérer. Quand tu cherches à faire une prise de masse, prise de volume, tu es en surplus calorique ou un maintien, l'énergie est là. Tu sais que tu peux. Il n'y a pas un grand impact sur ta façon d'organiser ton entraînement. Tu auras le peps quand tu vas à la salle. Tu pourras déchirer, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand tu es en déficit calorique, il faut faire attention parce qu'en fonction de la diète qu'on fait, si on cycle, des choses comme ça, l'idée c'est quand même d'adapter son entraînement. Je prends un exemple très concret. Quand tu es en surplus calorique, si tu décides que tu veux te faire des entraînements justement un peu plus longs et qui vont dans certaines séries jusqu'à l'échec, vas-y, parce que finalement tu peux. Par contre, quand tu es en perte de gras, un entraînement léger à l'échec, pourquoi pas, mais tu prends le risque de vraiment jouer avec ta volonté et de faire moins de volume au final. Tu vois, il y a un truc assez marrant qui m'a toujours fait sourire, c'est que justement en sèche, les gens ont tendance à se dire je vais faire plus léger et avec plus de reps. Oui, mais en fait, est-ce que tu es sûr de ne pas sacrifier du volume? Est-ce qu'il vaut mieux justement te dire que je vais soulever moins lourd, c'est-à-dire que tu es peut-être 80-85%, mais je vais quand même rester à des poids raisonnables pour justement raccourcir mes durées de séance, parce que je suis en déficit calorique, parce que j'ai pas d'énergie et parce que si ça se trouve à la moitié de ma séance, je vais dire j'en ai marre, je vais partir. Donc non, en déficit calorique, peut-être que c'est plus stratégique de se dire je reste sur des schémas un peu classiques, du 8-12 reps, à des poids raisonnables qui vont challenger. Forcément, les poids descendent parce qu'on est en déficit calorique, mais on sait que ça reste dur. On reste sur des séries dures. Mais ça persiste. Je dirais qu'en surplus. Dis-moi. Ouais, pardon. Ça persiste encore beaucoup. Cette notion de je vais me tuer à l'entraînement, faire des heures d'entraînement, beaucoup de cardio, poids léger, pour brûler un maximum de calories et donc favoriser mon déficit calorique. C'est fou que ça persiste encore énormément, ça. En fait, je pense que finalement, c'est fou, oui et non, parce que ça se tient. Enfin, il y a encore beaucoup. Je pense que dans l'imaginaire collectif, il y a encore beaucoup l'idée que si on veut perdre du poids, faut manger moins, faut bouger plus. Sauf que en termes de retour sur investissement, c'est ça. On ne bat jamais la nourriture en termes de perte de poids. La nourriture, c'est le critère sur lequel tu peux le plus jouer pour perdre du poids. Tu ne vas jamais, sauf finalement avoir ta vie à consacrer à ça. Mais c'est là où je pense qu'il faut prendre du recul. On n'a pas le rythme de vie d'un bodybuilder pro qui ne fait que ça, qui peut se permettre de faire 2 séances par jour et qui peut faire un cardio par-dessus ça. Non, tu peux pas. Donc, le surplus de dépenses que tu vas avoir en salle, parce que tu dis, je vais faire, au lieu de faire 1 heure, je vais faire 2 heures pour favoriser ma sèche. Ouais. Mais déjà, tu n'as pas dépensé tellement plus que ça, parce que
vu que tu es en déficit calorique, finalement, la deuxième heure, elle n'est peut-être pas hyper efficace. Et là, mais bon, les dépenses sont pas top. Et ensuite, finalement, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait d'avoir une diète plus stratégique? Et les 200 calories que tu auras dépensées en plus parce que tu as fait 30 minutes de tapis, est-ce que je peux pas les supprimer de ta diète et te dire que je vais manger des aliments plus qualitatifs et plus de volume alimentaire? Honnêtement, je dirais faut limite raisonner de manière un peu binaire, quoi. La nourriture, c'est pour contrôler le poids. L'entraînement, c'est pour favoriser la prise de muscle et l'aspect santé. Mais chercher à perdre du poids avec le sport, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Ouais, d'accord. Tu viens de parler de volume, et dans le volume, il y a une notion qu'on parle très peu. En France, j'ai jamais trop entendu cette notion-là. C'est la notion de MRV, MAV et MEV. Bon, désolé pour la prononciation, mais tu peux nous en dire plus par rapport à ces trois critères-là? Les notions de ce que tu as dit, MEV, MAV, MRV, c'est des notions qu'on utilise pour la périodiser son entraînement, c'est-à-dire gérer son volume d'entraînement au cours du temps, de manière à avoir le maximum de résultats. Donc, en fonction des résultats, ça peut être la force, l'hypertrophie, etc. L'idée, c'est un cadre de pensée qui te dit que, grosso modo, il y a un minimum de volume d'entraînement que tu peux faire pour conserver ta masse musculaire, qu'on appelle le MV, maintenance volume, le volume de maintenance. Donc, l'idée, c'est que ce volume-là, si tu t'entraînes à ce volume-là, tu gardes ta masse musculaire. Si tu t'entraînes en dessous, tu vas perdre, tu perds en muscle. Si tu t'entraînes au-dessus, tu commences à prendre un peu plus. Mais disons qu'au MV, tu gardes ta masse musculaire en état, sous réserve que la nutrition soit adéquate. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le MEV, le volume minimum d'efficacité, en anglais minimum effective volume. Et ça, c'est au-dessus du MV, donc. C'est le minimum de volume que tu peux faire pour voir des progrès. Donc, je rappelle, au MV, tu conserves ta masse musculaire. Au MEV, tu vois des progrès. C'est-à-dire que l'hypertrophie, entre guillemets, est activée, vraiment de manière approximative. Je mettrai un schéma pour bien voir le truc. Pas de souci. Au-dessus de ça, c'est quoi? Tu as le MAV. Le MAV, donc, c'est le maximum adaptive volume, c'est-à-dire que c'est le volume, entre guillemets, roi. C'est-à-dire que si tu t'entraînes au MAV, tu as le maximum de progrès que tu peux avoir. Quand tu t'entraînes au MAV, tu ne peux pas faire mieux. Tu sais que tu as le maximum de progrès et en même temps, la récupération est suffisamment bien gérée pour que quand tu te réentraînes, tu continues à progresser à ce maximum de progrès possible. Entre guillemets, c'est vraiment le volume, le Saint Graal, quoi. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle le MRV, le volume maximum dont tu peux récupérer, donc le maximum recoverable volume. C'est un peu un volume d'entraînement auquel, quand tu l'atteins, tu es garanti que en fait, ta récupération est mise à mal. C'est-à-dire que si tu dépasses ton MRV, le prochain entraînement, tu feras moins bien. C'est-à-dire que ton corps n'a pas suffisamment récupéré pour pouvoir refaire la même performance. Et en fait, ces notions, elles servent à périodiser au sens où on te dit que finalement, ce que tu peux faire comme stratégie, c'est que au cours des différents cycles d'entraînement, tu pars de ton MEV, donc le minimum, le volume minimum d'efficacité, et au fur et à mesure de ton cycle, tu montes jusqu'à ton MRV. Arrivé à ton MRV, tu stops, tu fais une semaine de décharge pour récupérer nerveusement, et tu recommences. C'est vraiment le schéma de périodisation le plus simple possible. Grosso modo, tu montes au fur et à mesure ton volume du cycle. Tu fais une sorte de pause avec une semaine de décharge. La semaine de décharge que tu peux faire par exemple à ton MV, donc ton maintenance volume, c'est-à-dire tu perds pas, juste une semaine de décharge où tu conserves ta masse mais tu récupères quand même. Et après tu recommences au fur et à mesure. Voilà, grosso modo c'est un cycle. C'est des notions qui sont utiles au sens où on a tendance à s'entraîner avec des schémas assez fixes et se dire que on va monter au fur et à mesure. Par exemple, le schéma typique qu'on peut voir en salle, c'est moi je fais du 4x10 et je monte au fur et à mesure les charges sur la barre. Oui, sauf que tu peux pas monter les charges indéfiniment. Ça, tout le monde l'a constaté. Quand tu commences la musculation, tu fais ton 4x10 au DC, ça augmente, puis au bout d'un moment, boum, ça s'arrête. À ce moment-là, tu fais quoi? Comment tu fais pour continuer à progresser?
Parce que concrètement, si tu t'entraînes toujours avec le même volume, ben, le corps, c'est une machine faite pour s'adapter. Ben, tu progresses plus, c'est-à-dire que tu gardes la même performance et le corps est resté à l'identique. Donc ça n'a aucun intérêt. Et justement, la notion qui est derrière, c'est de se dire que ben, finalement, on fait évoluer le stress qu'on impose au corps au fur et à mesure d'un cycle, on le fait se reposer, on recommence. Et donc, le fait de faire augmenter le stress fait que le corps cherche à s'adapter, et ici l'adaptation qu'on recherche avec l'hypertrophie ou la force. On lui donne le temps de récupérer, et on recommence. Et donc, c'est-à-dire que voilà, on fonctionne par incrément. On progresse un petit peu, on se repose, on progresse un petit peu, on se repose. Et c'est beaucoup plus intéressant je trouve, moi, de fonctionner comme ça que sur des schémas plus classiques et plus fixes, tout simplement parce qu'il y a vraiment la notion de volume derrière. Et la notion de volume est puissante au sens où faire du 4x10, ben, c'est la même chose que faire un 4x10-40, que faire du 8x5 par exemple. Ouais, je vois. Un peu de choses près, d'accord. Et donc partant de là, c'est que tu as quand même beaucoup d'opportunités derrière ça. Ouais, c'est clair. Tu peux plus ou moins allonger tes séances parce qu'un 4x10, ben, c'est peut-être plus court qu'un 5x8 puisque bon, tu as le nombre de repos entre les séries. Donc si tu n'as pas de temps, tu peux peut-être partir sur un 4x10 plutôt qu'un 5x8. En fait, ça te permet de gérer beaucoup de choses et finalement d'adapter vraiment un entraînement à déjà le temps que tu as de disponible. Et ensuite, peut-être même tes goûts. La préférence, ouais, c'est clair. Je veux dire, si toi, ce que t'aimes, c'est vraiment ressentir la brûlure, etc., ben, tu vas te dire que tu vas peut-être t'entraîner sur des charges un peu plus légères, mais un peu plus de répétitions. Ouais, si tu aimes pousser un peu plus lourd, voilà. Au-delà de ça, ben, tu sens que tu te sens un peu moins bien, que tu as un peu mal, etc., ben, je vais faire plus léger aujourd'hui. Mais je sais que je peux quand même atteindre le volume que j'avais fait la semaine dernière. Mais dans ce cas, pour les personnes qui veulent vraiment implémenter cette périodisation-là, comment ils vont pouvoir établir leur MV, leur MAV, MEV, comment ils peuvent établir ça? Bon, c'est là que ça devient un peu, on va dire, un peu compliqué, un peu de l'art. C'est que, bon, le MV, en fait, je dirais que pour le MV, le truc, c'est vraiment de partir des recommandations standards. Ça change en fonction des muscles. Hein. Là, j'ai plus la liste en tête, mais sur certains gros muscles, grosso modo, on se rend compte que finalement, 6 séries difficiles sur une semaine, c'est largement suffisant pour conserver sa masse musculaire. Et ça représente pas grand-chose. Hein. Je parle bien de 6 séries totales sur la semaine. Hein. C'est-à-dire que, bon, grosso modo, à 2 jours d'entraînement, tu fais 3 séries de pecs sur le lundi, 3 séries de pecs sur le mercredi, c'est bon, tu conserves tes pecs. À peu de choses près. Et quand je parle de séries, attention, je coupe en série challenge, difficile. Hein. C'est-à-dire que peu importe qu'on fasse du 3x12, du 3x8, ça je m'en fiche, mais l'idée c'est qu'il faut qu'il y ait un stress musculaire suffisant. Quoi. Alors c'est assez approximatif, mais bon, concrètement, il faut avoir du mal à finir sa série. On a l'échec ou pas. Voilà, c'est l'idée qu'il y a derrière. Donc pour le MV, voilà, moi je dirais partir de recommandations standards, et puis c'est pas compliqué. Tester, hein, je veux dire, si tu te dis, par exemple, l'idéal vraiment le MV, ça va tester sur une semaine de décharge. Tu fais une petite semaine de décharge, et quand tu reprends ton cycle, tu regardes le temps que tu prends à revenir au perf que tu avais sur le cycle précédent. Si tu prends vraiment plus de temps que la normale, bon, en fait, tu étais vraiment trop bas. Là, tu étais en dessous t'as perdu tes capacités. Donc, en fait, tu sais que tu devras augmenter d'une série. Mais en fait, tu peux pas vraiment atteindre ces volumes, de manière, tu vois, je peux pas te donner un calcul et dire, bon, voilà, toi, tu fais telle taille, tel poids, ton volume de ton MRV, c'est ça. Non. Donc, clairement, le MV, en fait, je dirais que c'est pas forcément le plus intéressant à chercher, au sens où, bon, le risque quand même, c'est que si tu te traînes en dessous de ton MV, tu perds tes capacités, donc c'est pas le top. Le MEV est beaucoup plus intéressant parce que le MEV, on peut à la fois commencer un cycle avec, mais aussi à la fois faire une décharge. En soi, s'entraîner au minimum de volume effectif, c'est un volume très convenable pour bien récupérer, donc tu peux très bien utiliser finalement pour te dire que je décharge mon MEV, et puis en fait quand je recommence mon cycle, je commence à une série de plus ou une rep de plus, etc. Donc voilà, j'enclenche le truc. Et le MEV, c'est un peu le même principe hein, finalement, d'autant que il faut bien prendre un truc en compte. Il y a un écart en fonction du niveau de pratique entre ces différents trucs. Chez quelqu'un de totalement débutant, quelqu'un qui sera totalement débutant, qui n'a jamais fait de musculation par exemple, son MP c'est pas compliqué, c'est 0.
Ouais. C'est-à-dire que il suffit qu'il fasse une série de musculation, il est sûr de progresser parce que de toute façon, il n'en a jamais fait, son corps ne connaît pas ce stress, il va progresser. Bon, ça reste pas longtemps comme ça, mais on va vite monter à 5-6 séries grosso modo par groupe musculaire. Maintenant, quelqu'un qui serait très expérimenté, en fait, sa fenêtre de tir est beaucoup moins large. Parce que quelqu'un qui est très expérimenté, la différence qu'il y a entre le volume qu'il doit faire au minimum pour progresser, donc son MEV et son RV, elle est vachement restreinte. Parce que comme il a un très gros niveau, il sait que s'il descend un sous d'un certain volume, il va perdre du muscle, ou perdre de la force. Ouais. Donc il faut vraiment qu'il fasse un volume élevé, ou un peu indécent pour le commun des mortels, pour le conserver. Mais au final, s'il monte trop par rapport à ce volume minimum, il pourra plus récupérer. Donc en fait, plus on est expérimenté, et moins on peut vraiment varier en termes de volume au cours d'un cycle. Donc les débutants ont de la chance parce qu'ils peuvent progresser. Enfin, honnêtement, quand on est débutant, c'est ce qu'on appelle les gains des débutants, mais on peut vraiment progresser pratiquement limite à n'importe quel volume. Donc, et après, je te dirais, malheureusement, à part tester, c'est-à-dire l'idée de se dire, est-ce que je progresse, avoir une grille d'évaluation, est-ce que je progresse ou pas? Ouais, déjà voir où on en est en termes de séries sur la semaine. Déjà regarder sur la semaine combien de séries on fait actuellement, comment on se sent par rapport à ça, et puis peut-être la semaine d'après essayer d'augmenter son volume, et puis après voir un peu comment on réagit par rapport à ça. Ah mais clairement. De toute façon, le test, la musculation, ça reste quand même un sport de test, hein, donc je veux dire, partant de là. Est-ce que tu te sens... c'est pas compliqué. En fait, c'est vraiment pas compliqué au sens où, est-ce que j'ai progressé? Oui, d'accord. Est-ce que je me sens particulièrement fatigué ou pas? Ça veut dire que je peux en faire plus. Est-ce que je suis limite? Peut-être que je vais conserver. Est-ce que vraiment j'en peux plus? C'est-à-dire que j'ai travaillé avec le lundi et j'aurais travaillé le mercredi et en fait, mes performances sont dégueulasses, etc. Peut-être que là, je sens qu'il y a quelque chose. Ouais. Donc, et c'est d'autant plus, si tu veux, compliqué, je veux dire, de donner des formules qui n'existent pas, que en fait ces volumes sont aussi impactés par ton rythme de vie. Si tu dors pas assez, tous tes volumes vont à la baisse. Si tu es trop stressé, tous tes volumes vont à la baisse. Mais je trouve que cette notion là elle est vraiment bien, parce que par exemple il y en a qui veulent prendre absolument des pecs et qui s'entraînent 3 fois en split les pecs dans la semaine et qui font 15-20 séries dans la séance de pecs, donc ils sont peut-être largement au-dessus de leur MRV, et c'est pour ça que peut-être aussi leur prise de muscle n'est pas optimale, quoi. Ah oui, mais clairement, je veux dire, le fait de trop, des fois, il y a vraiment cette notion de, c'est bien d'en faire plus, mais qu'il y a une limite à ne pas dépasser, au-delà de laquelle, finalement, ça ne sert plus à rien. Honnêtement, quelqu'un qui ferait, souvent, les gens ont tendance à se dire, je vais faire un bon entraînement, je vais faire 4, 5, 6 séries sur le même muscle. Ouais, c'est ça. À part cas particulier, c'est hyper improductif. Parce que ça veut dire que, ok, d'accord, tu as donné toutes tes séries difficiles sur ton jour d'entraînement. Donc, tu sais que si tu rentraînes ce muscle-là, ça va être un peu plus compliqué. Mais surtout, tes séries de fin de séance, tes 2-3 dernières séries, elles sont sûrement merdiques. Parce que tu as déjà tellement donné tout au début de la séance que ton muscle ne sert plus à rien. Ouais, c'est clair. Donc l'idée, c'est aussi de se dire que finalement, on peut gérer avec, de manière stratégique. Quoi. Et surtout, ça ouvre plein d'opportunités. Quoi. À partir du moment où on commence à suivre son volume, soit c'est une petite table Excel, peu importe, ou un petit appli, on a des points sur lesquels progresser. Parce que le problème, c'est que oui, les charges vont augmenter très rapidement quand on commence la musculation pendant quelques mois et peut-être un peu plus pour les plus chanceux. Mais au bout d'un moment, ça n'augmente plus. Donc, tu n'as plus beaucoup de paramètres sur lesquels tu peux agir. Quand la charge s'arrête, d'accord, tu peux faire des séries d'intensification, tu peux jouer avec les élastiques, mais au bout d'un moment, si c'est pas ton métier, si t'es pas pro, au bout d'un moment, tu stagnes. Donc, tu fais quoi? Tu ajoutes ton entraînement de manière à te dire, là, je peux pas aller au-delà de ça, mais finalement, si je fais une série de moins et que je me rentraîne ce muscle 2 jours plus tard, en fait, là, la série de moins que j'ai fait, ça me permet de faire 2 séries ce jour-là, tu vois. Ah oui, exactement. Voilà. Et 2 séries peut-être plus optimales, parce qu'on aura plus, on aura beaucoup plus d'énergie, ce sera peut-être au début de séance, etc. Donc c'est intéressant de s'analyser pour ça, quoi. C'est ça. Est-ce que pour toi c'est vraiment important d'avoir un schéma type de progression? Est-ce que tout le monde, n'importe qui voudrait se mettre au fitness, doit avoir un schéma de progression obligatoire? Non. Tout dépend de ton objectif, quoi. Ouais. Si tu vas à la salle histoire de te dépenser juste comme ça pour te faire du bien, non, va à la salle, prends la machine qui t'amuse et vas-y, quoi. Quelqu'un qui veut prendre du muscle, par exemple.
Par contre, clairement, si le but c'est vraiment l'hypertrophie de la prise de muscle, il faut avoir un schéma de progression. Le seul moment où on prend du muscle au hasard, c'est quand on commence la musculation. Ouais. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Gagner en muscle, vraiment gagner en volume de hypertrophique, augmenter son hypertrophie, c'est long. Et c'est long et c'est chiant, quoi. Donc, si tu n'as pas une stratégie d'attaque, tu risques d'être vraiment déçu. Parce que quand tu commences la muscu, ok, d'accord. Bon, ta critère, c'est quoi? C'est les charges. Ton corps se transforme aussi assez rapidement. Mais quand tu commences à être intermédiaire, les 100, 200 grammes de muscle que tu as gagné d'un mois à l'autre, voire beaucoup moins même d'ailleurs, tu les vois pas. Ça se voit ni dans le miroir, ni sur les charges, parce que tes charges n'augmentent pas. Et ton corps, tu ne le vois pas se transformer vraiment de manière magistrale. Quand tu commences à voir les différences qui se voient seulement sur quelques mois, voire peut-être d'une année à l'autre, si tu n'as pas une stratégie efficace en place, tu fais quoi? Sensation, pas possible parce que les charges n'augmentent plus. Au physique, pas possible, le physique ne se transforme pas quand tu vas dans le miroir. Donc tu fais quoi? C'est là que la stratégie, ça va être quand même vachement quoi. Ah oui, bien sûr. Et c'est souvent ce qui manque aux gens, quoi. Les gens veulent se muscler, se dessiner, et je leur demande, d'accord, mais qu'est-ce que tu penses que le simple fait de venir t'entraîner sur 1 an, 2 ans, le simple fait de faire ça avec les mêmes charges, les mêmes séries, mêmes répétitions, ça va te faire progresser? Évidemment que non, quoi. Ah non, mais clairement, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. T'imposes un stress au corps, un stress musculaire. C'est difficile au départ, c'est de moins en moins difficile, et puis au bout d'un moment, pourquoi si tu veux, il faut donner une bonne raison à ton corps de prendre du muscle. S'il n'y en a aucune, c'est vraiment pas une priorité, hein. Je veux dire, en termes de répartition énergétique, le muscle n'est pas une priorité, à moins qu'on soit vraiment en état de dystrophie musculaire énorme, auquel cas, voilà, mais sinon, ton énergie va d'abord aller au mécanisme de survie. Ensuite, il y a une énergie qui arrive au stress, parce que le stress, c'est avant tout quelque chose qui permet de répondre au danger, à la base, en tout cas, en termes d'évolution de l'être humain. Donc, il y a toujours une énergie qui peut être consacrée à ça. Par exemple, entre le stress et le fait de construire du muscle, le corps se dirige vers le stress, hein. Je veux dire, s'il y a besoin d'énergie pour quelque chose, il va d'abord conserver de l'énergie pour des situations d'urgence que pour l'image que je vois dans la glace, quoi. Donc clairement, il y a aucune, comment dire, au-delà d'une certaine limite, il y a aucune raison pratique en termes d'évolution pour ton corps d'en gagner plus. Ouais. Donc c'est vraiment une volonté qui va à l'encontre, entre guillemets, des besoins naturels de survie. Donc partant de là, il faut mettre en place des efforts qui sont un peu exceptionnels, quoi. Ok, ouais, merci d'avoir répondu à ce point-là et aux questions. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses, de ce que je voulais te poser. Je vais finir par 2-3 petites questions. Est-ce que tu recommandes des livres principalement? Quels livres tu recommanderais, pas forcément sur le fitness, mais en général qui t'ont apporté beaucoup à toi? Des livres qui m'ont apporté beaucoup. Ouais. Peu importe que ce soit sur le fitness ou pas. Ouais, que ce soit sur le fitness ou pas. Si je devais recommander un premier livre, ce serait les 4 accords Toltec. Ouais, pas mal. Ok. Les 4 accords Toltec, pourquoi? Parce que en fait, c'est bon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est grosso modo c'est un bouquin de développement personnel avec 4 grands principes qui seraient appliqués pour naviguer dans la vie, quoi. Voilà, je laisserai aux gens le soin de chercher. Mais j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est un bouquin très généraliste qui permet de prendre beaucoup de recul par rapport à beaucoup de situations. Et tu vois, voilà, j'arrive même à faire le lien avec le fitness au sens où je trouve que c'est un milieu où il y a tellement de débats qui pourraient être évités si on comprenait dans quel contexte chacun s'exprimait. Ouais, si on comprenait l'autre. Et que dans le fond, on n'est peut-être pas en train de dire, on n'a peut-être pas des objectifs différents. Donc si on a les mêmes objectifs, pourquoi on est en train de se débattre sur des points qui finalement n'ont aucune importance, qui ne vont pas influencer On peut débattre autant qu'on veut, ça n'influencera pas les réalités de la physiologie. Donc tu peux être pro-cétogène, tu peux être pro-flexible, etc. À la fin des fins, c'est ça.
ton corps respectera la balance calorique. Donc, on peut débattre tout ce qu'on veut, mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, il est pas mal. Donc, ouais, ce bouquin-là, c'est un bouquin qui, je trouve, je faisais le lien avec la fitness, mais je pense qu'il offre beaucoup de perspectives à la façon dont on réagit face au monde. Quoi. Ouais. Ok, super. Et une autre question, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 15 ans, par exemple? Qu'est-ce que tu lui dirais que tu sais maintenant que tu lui dirais de faire, en fait? À mon moi d'il y a 15 ans. Je lui dirais, franchement, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure que les années passent, tu vas en avoir de plus en plus rien à faire de ce qu'on pense de toi. Donc commence maintenant. Ah, pas mal, ok. On peut te retrouver où? Dis-moi. Principalement Instagram, the.fitness.way. Sur Facebook, je commence à être là aussi, mais bon, un peu en retrait. Mon pseudo c'est Mr. Way, Mr. MISTA, parce que je pouvais pas mettre Mister, Facebook m'interdisait. Et j'ai une chaîne YouTube également, pareil, The Fitness Way, où là je commence à être plus actif. J'ai un épisode d'un j'appelle ça le Ask Mr. Way qui sort toutes les semaines. Là. Et finalement, si tu veux, des personnes qui sont intéressées par lire des textes relativement longs, en tout cas sur le fitness, ou en tout cas les méthodes autour du fitness, il y a ma newsletter, la Gazette Fitness, on peut s'abonner sur mon Instagram, il n'y a pas de souci. Je mettrai tous les liens en description pour le retrouver. Donc voilà, je te remercie beaucoup, c'était cool, on a bien parlé, on a parlé de tout ce que je voulais aborder, et puis voilà, j'espère te revoir une prochaine fois ici sur le podcast. Écoute, pourquoi pas, avec plaisir, franchement c'était vraiment agréable, j'ai envie de te dire merci d'avoir pris le temps de m'inviter, et puis écoute, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Ok, allez, salut. Ok, bonne journée. Ciao.